Bonjour tout le monde, bienvenue dans le show du vendredi où à chaque semaine vous voyez les meilleurs moments de nos intervenants des épisodes de En toute liberté ainsi que certains extraits de mes bulletins de nouvelles exclusifs pour les abonnés Patreon de Yann et Frank. On commence avec le meilleur moment de la semaine qui était le mardi avec notre chroniqueur politique José Soucy qui nous parlait de l'avenir potentiel pour la coalition Avenir Québec et également la fin d'un régime politique. Quand je te parle souvent d'instinct politique, on dirait que du côté des députés de la CAQ ou la machine caquiste, on dirait qu'ils l'ont complètement échappé. Pourquoi se sont-ils votés une augmentation de 30 %, comme tu l'as si bien dit, lorsqu'on s'apprête à négocier avec la fonction publique? Gestion interne dans ma tête, c'est Éric Duhem. Oui, il y a sûrement quelque chose du genre. La théorie, c'est vraiment pour agir aussi irrationnellement comme ça, pour que ça puisse quasiment être... Ils ont réagi. C'est que le gouvernement, qui était énorme, puis ils savent très bien qu'un gouvernement, que plus tu as de députés, plus tu as de situations à gérer, puis plus l'Empire romain, là, plus tu élargis tes frontières, plus c'est tough à gérer, puis plus tu risques d'avoir des problèmes. Ben justement, puis plus tu arrives, tu risques d'avoir de mécontents aussi. Mais sincèrement, je ne vois pas comment la coalition Avenir Québec, à moyen et court terme, va réussir à s'élever ou à prendre du galon dans les sondages. Et moi, j'ai l'impression qu'on assiste à des politiques un peu comme au fédéral. On est en fin de régime et pas à peu près. Le problème avec la coalition Avenir Québec, c'est qu'il leur reste grosso modo 2 ans et demi. C'est possiblement 2 ans et demi de torture parce que la donne change très, très, très rapidement du côté provincial. On a le PQ qui a augmenté solidement. On a le Parti libéral du Québec qui est en train de se réveiller. Par ailleurs, l'arrivée de Denis Coderre, qu'on aime ou pas Denis Coderre, sa sortie jusqu'à maintenant, c'est très, très réussi. Et l'agenda politique, présentement, est contrôlé par le PQ. C'est le PQ là, qui ordonne le beat, là, qui met le tempo. Fait que la coalition Avenir Québec est comme pognée avec sa position constitutionnelle, son nationalisme. Son nationalisme en spray, comme j'aime bien l'appeler. Oui, je suis d'accord. Une petite shot de axe ici, puis les espaces bleus, puis... oui, c'est un vernis en réalité. Moi, l'exemple... Un vernis cheap. Exact. La comparaison que je faisais, c'était comme un vernis nationaliste. Mais c'est pas des bonnes nouvelles pour l'ensemble des Québécois, ce qui arrive. Regarde, j'ai regardé ça vite fait, là. Les finances publiques du Québec, je vais vous sortir ça. Comme vous le savez, la dette du secteur public québécois dépasse maintenant les 300 milliards de dollars. C'est l'équivalent d'un endettement de 140 500 pour une famille de 4 personnes ou de, grosso modo, 45 000 par contribuable imposable. Au Canada, la dette est rendue de 1000 milliards 295 milliards. Y a-tu pensé? Puis le retour à l'équilibre budgétaire, pas certain, moi, ça va arriver en 2027-28, comme peut-être laissé entendre M. Legault. Surtout qu'en plus, ils ont dû amender la loi, sinon ils ne la respectaient pas. Fait que déjà, en partant, live, il dépasse le retour à l'équilibre budgétaire. Oui, c'est vrai, il y avait une loi pour l'équilibre budgétaire. Oui, c'est sur Lucien Bouchard qui a fait ça. C'est qu'en gros, il faut que tu retournes, tu as 5 ans pour mettre l'équilibre budgétaire, mais sur le plan de Girard, ça serait 7 ans. Ils ont dû amender la loi sur l'équilibre budgétaire pour pas qu'ils soient contre la loi. Mais là, ce qui est capoté, c'est que là, Legault a dit aujourd'hui que là, OK, on est en déficit ou quoi que ce soit, mais là, il n'y aura pas d'austérité, il n'y aura pas de coupure de service, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts ni de taxes. On pèle tes problèmes par en avant, comme d'habitude. Puis de l'autre côté, excuse-moi de te couper, mais de l'autre côté, il annonce en éducation qu'ils ont ouvert 5000 nouveaux postes permanents, puis des affaires comme ça. Je me dis, ouais, mais on est en pénurie de main-d'œuvre, cher. Tu vas trouver où tes 5000 postes? C'est ça qui me rentre pas dans la tête, c'est qu'on dit qu'on est en déficit, on dit qu'on n'augmentera pas les impôts, on coupera pas des dépenses pour essayer de sauver les meubles. Après ça, on augmente le taux de salarié. On sait qu'il nous met dans la merde, on sait que ça va pas bien, mais c'est pas grave, oser le remettre en question, vouloir couper à des places. Ah non, c'est anti-québécois faire ça. Quand tu es un parti qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de raison d'être, parce qu'on s'entend que les raisons d'être de la Coalition Avenir Québec, ce n'est plus les mêmes raisons qu'il y avait lorsqu'ils se sont fait élire en 2018. Et comme Éric Duhem disait, il avait tout à fait raison, ils flashaient à droite, mais ils ont viré à gauche. Ils ont fait le contraire de ce qu'ils ont annoncé. Les mensonges par-dessus mensonges font en sorte que maintenant, le cynisme de la population a atteint un seuil quand même assez élevé. Et c'est pour ça que je te dis que je ne vois pas, pour avoir fait de la politique ou
ou être comme toi, un geek politique puis aimer la politique, je ne vois pas comment cette formation politique-là va être en mesure de se redresser dans les sondages. Tu sais, à un moment donné, c'est ta crédibilité là, que tu perds. On sait, sincèrement, Joey, là, on le sait que les politiciens nous mentent à l'occasion. Avant 2019. À l'occasion. Non, mais attends un peu, je nuance. Mettons, là, avant la crise covidienne, on savait qu'à l'occasion, on nous poussait de la boîte, puis que finalement, là, ils s'excusaient, puis on était capable de vivre avec ça. Mais il y a tellement eu de mensonges du côté de la Coalition Avenir Québec. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Ce gouvernement-là, et même, ou je te dirais, leur mandat, là, on est dans le deuxième mandat, est encore pire que le premier mandat de Maurice Duplessis en 1936. Parce qu'en 1936, là, on le sait, Maurice Duplessis s'était fait élire avec le programme de l'Action libérale nationale, qui était une branche dissidente du Parti libéral, et il a absolument rien respecté de ça, ou à peu près, et c'est pour ça qu'il y en a quelques-uns qui avaient quitté. Mais la Coalition Avenir Québec, on dirait que personne ne veut quitter, alors qu'il y aurait des députés, des mots, t'as dit de bonnes raisons de quitter ce parti-là. Les gens voient tellement la politique comme de la chenoute, puis c'est plate, puis c'est dole, puis que c'est du monde pas compétent, puis stupide ou quoi que ce soit. C'est Castor, ils votent plus pour des politiques, ils votent pour du spectacle. Ah, le grand jeune homme souriant qui est le fils de l'autre. Ah, le gros bonhomme jaune qui envoie chier les médias parce qu'on est dessus assez content quand enfin quelqu'un le dit. Fait qu'on s'en sac que le gars grab them by the pussy ou whatever. Non, on vote pour lui parce qu'on est juste à bout. On s'est dit, tant que le système est scrap, on va se voter du show, au moins ça va être entertainant. On est rendu que le monde s'en contrefout. La politique spectacle. Ben oui, c'est ça. Puis tant qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas des gens, des politiciens qui parlent au monde pour de vrai, avec un langage d'être humain, non pas une christie de cassette dans le derrière, puis plutôt une cassette dans la gueule puis un bâton dans le derrière, je devrais plutôt dire. Ben, c'est ça, on aura, tu sais, les genres de discours semi-préparés, puis la langue de bois, puis faire plaisir aux médias. Mais le problème, c'est que c'est ça. C'est pour parler au monde, il faut se mettre les médias à dos. C'est ça que beaucoup de gens n'osent pas faire. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. C'est parce que d'accord avec toi. La théorie politique que j'ai toujours prônée depuis des années, c'est que au début, est-ce qu'il y a des bonnes personnes qui se présentent en politique au Québec? Est-ce qu'en généralement, les 125 qu'on a présentement dans nos plans de vote, il y en a que c'est généralement des bonnes personnes? Je suis prêt à le croire. Je pense pas que c'est une gang de corrompus ou une gang de sans-cœur ou quoi que ce soit. Je pense que beaucoup, c'est des bonnes personnes. L'Assemblée nationale, puis le comme de climat politique avec les médias, ça crée au fil du temps, puis ça varie selon les individus. Il y en a que ça prend genre 2 ans, il y en a que ça prend 3 mois, il y en a que ça prend 10 ans, mais ça finit par créer un genre de voile invisible derrière les yeux de ces gens-là. Puis à cette heure, après un certain temps, ils pensent que l'opinion des gens, c'est ce qu'ils voient dans les médias, que le vrai monde, c'est le monde qui lui met des micros en dessous du nez quand il sort de l'Assemblée nationale. Puis après ça se jase entre politiciens puis aspirants politiciens, entre commentateurs politiques et aspirants commentateurs politiques, puis tout ce qui est entre les deux. Après ça, ils se demandent pourquoi ils sont déconnectés de la population. Malheureusement, j'ai l'impression que ça va prendre quelque chose de fort. C'est pas des petites politiques. À la limite, autant qu'on peut espérer le mieux, puis je milite dans un parti qui souhaite faire une différence, mais ça va prendre un méga wake-up call. La pandémie, alors que ça n'était un gros, l'a pas été. On a vu les échecs de notre système de santé, puis au lieu de faire état de ça comme en bon québécois, on met ça en dessous du tapis, puis on dit que c'était à la faute de quelqu'un d'autre. Je me dis, OK, ça va-tu prendre une guerre? Ça va-tu prendre, je sais pas, mettons, une catastrophe naturelle, une invasion d'aliens, je sais dessus, mais en tout cas, quelque chose de puissant, là. Parce que juste dire que l'État québécois marche pas, ben tabarouette me dire un ben gros secret, tout le monde le sait. Oui, mais en même temps, on s'en rend plus ou moins compte parce que le système fonctionne quand même, ou on a l'impression qu'il fonctionne encore. Sauf que si tu te mets à analyser la situation un peu plus profondément, tu te rends compte que tout tient avec de la broche. L'État québécois, le modèle de l'État-providence est à bout de souffle selon moi et selon plusieurs personnes. Et le PQ, sincèrement, comme tu viens de l'affirmer, s'il veut aller vers l'indépendance, devra aborder ces sujets-là à un moment donné ou à un autre. Et je pense que la situation va venir en sorte qu'on va l'aborder. Mais ça va prendre des événements. Là. Je ne sais pas ce que ça va prendre, mais malgré tout, malgré ce que j'avance, j'ai encore bonne impression, j'ai le feeling du moins qu'on est sur le bord d'un réveil parce que au moins, ça s'est remis à bouger, ça grenouille en politique actuellement au Québec avec l'arrivée de Denis Coderre, le PQ. Même Éric Duhem s'est remis à bouger davantage. Sa position autonomiste est quand même intéressante alors que la Coalition Avenir Québec, on ne sait pas où elle va. Selon moi, malgré tout, je trouve que ça a quand même un peu de... ça donne quand même un peu d'espoir, voilà. On poursuit avec Jacinthe Evarel qui nous parle de la mise en demeure d'un syndicat de médecins à Christian-Dubé et également une anecdote assez croustillante par rapport à sa recherche de médecin de famille. Suivi d'un des extraits d'un bulletin de nouvelles qui parle de Pierre-Carl Pellado et de la crise des médias.
Il y en a 13 000 qui ont Oui. été identifiés comme étant vulnérables. Ça veut dire qu'ils ont déjà des maladies chroniques, plusieurs maladies chroniques. Souvent, c'est donc l'hypertension, cholestérol, diabète, tout ça. Si on aurait juste 13 000 en attente, on serait chanceux, on serait content même. On n'a pas plus que ça. Donc, ils ont vraiment des conditions de santé qui les rend plus vulnérables à tomber malade, ou quand ils tombent malades, leurs conditions se dégradent peut-être plus facilement. Il y en a 13 000 encore sur la liste d'attente, et Christian Dubé va déposer un projet de règlement dans lequel il va obliger les médecins omnipraticiens à prendre en charge ces 13 000-là pour au moins évacuer de la liste d'attente des patients qui n'ont pas de médecin de famille, au moins ces gens-là qui soient pris en charge. Et en lien avec ça, ben, la FMOQ a réagi en envoyant carrément une mise en demeure à Christian Dubé en disant que la Fédération n'avait pas été suffisamment consultée avant l'application du projet de règlement qui va les forcer à prendre en charge ces 13 000 patients-là. Christian Dubé annonçait des mesures pour finalement peut-être tenter de calmer le jeu. Ouais, il lance un os au méchant chien-chien. Puis c'est ça, encore article de la presse d'aujourd'hui, en fait. Québec coupe dans la paperasse. En gros, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on parle de 2 formulaires. C'est de la vraie paperasse, ça. C'est pas un faux titre. C'est pas de la désinformation. Regarde, on va le dire, c'est deux pas dans la bonne direction. C'est que c'est 2 formulaires qui prenaient beaucoup de temps à remplir. Ces 2 mesures-là que Christian Dubé annonce aujourd'hui, bon, ça vise certainement à calmer le jeu, mais ça vise aussi à dénouer des impasses dans le réseau qui sont super positives, mais c'est à se demander comment ça qu'on n'a pas fait ça avant. La première mesure, c'est qu'on va donner l'autonomie aux médecins de décider lorsqu'un patient est suivi par la CNESST, quand il y a eu un accident de travail, puis qu'il y a des visites requises chez le médecin. Les visites sont requises par la CNESST. Cette proposition-là de Christian Dubé aujourd'hui permettra aux médecins de décider quand est-ce que je revois le patient. Donc, il s'est blessé au dos sur son lieu de travail, il y a des indemnités de la CNESST, je le vois maintenant et je, comme médecin, décide que je vais le revoir dans 8, dans 10, dans 12 semaines. Alors qu'auparavant, donc avant cette proposition-là d'aujourd'hui, il y avait des délais prescrits par la CNESST. Puis le médecin, même s'il disait dans 4 semaines, tu iras pas mieux, mais on m'oblige à te revoir dans 4 semaines. Fait que le médecin revoyait le patient dans 4 semaines en sachant que le dos, il s'améliorera pas en 4 semaines. Ça prend au moins 8 semaines, 10 semaines de physiothérapie avant qu'on commence à avoir une amélioration. Ça fait des décennies qu'on sait ça, puis il n'y a jamais aucun ministre de la Santé dans tous les 36 millions de réformes qui a jamais osé penser enlever ça. Je trouve ça, regarde, good que ça se fasse, on ne crachera pas sur le messager, mais ça a repris une mise en demeure pour qu'ils remettent ça en question puis qu'ils l'enlèvent. Hey, quand c'est rendu, il faut quasiment que tu menaces ton propre gouvernement pour qu'il commence à faire sa job du bon bord. C'est quasiment aussi pire qu'un chien berger, là, quand le troupeau s'en va trop loin, là, on amène le chien, puis ça se remet sur la bonne traque. Là. Mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'un chien berger, on n'a pas eu. Là. On est plus que dans le champ, on est rendu dans le champ du voisin. Ben, puis ça a pris du temps. Là. Ça, c'est pas une situation nouvelle, mais c'est une situation qui fait en sorte qu'il y a combien de gens qui vont chez le médecin parce que c'est requis, mais qui prennent la place d'un rendez-vous de quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'aller voir le médecin. Donc oui, c'est une belle solution, enfin, mais c'est quand même très questionnant de savoir que on s'est rendu jusqu'en 2024 pour arriver à assouplir ces règles-là. Franchement, ça confirme ce qu'on dit parfois quand on dit il y a du dégraissage à faire de la machine, puis il y a certainement de l'optimisation à faire. Ça n'est une preuve qu'il y a de l'optimisation à faire. On parle des fois de l'optimisation qu'on devrait faire dans les réseaux de transport en commun. Là, on est en santé. Mais peu importe où on est dans l'appareil public, il y a de l'optimisation à faire. Puis ça en est une belle preuve. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de temps à en arriver là. Qui s'objectait à ça? J'ai la réponse pourquoi ça a pris autant de temps. C'est au Québec, c'est aussi simple que ça. En parlant de médecins de famille, tu as une anecdote assez spéciale à nous raconter. Le projet de loi 11 du gouvernement Legault, qui a été adopté en 2022, demandait aux médecins prennent en charge 500 000 patients. Le docteur Amiot, qui représente la fédération, la FMOQ, disait, ben, tu sais, on en a pris 930 000 patients, là. Donc, on a atteint les objectifs. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé suite à l'adoption du projet de loi 11 du gouvernement Legault en 2022 pour favoriser la prise en charge des patients qui sont sur une liste d'attente pour avoir un médecin de famille, ils ont trouvé un beau tour de passe-passe à faire. Moi, j'ai été estomaquée de recevoir une lettre chez moi. En fait, j'ai reçu 4 lettres parce qu'on est 4 dans ma famille. J'ai 3 enfants et moi. Et j'ai reçu une lettre pour chacun de mes enfants et moi qui étions sur une liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille. Ça fait des années qu'on est sur cette liste-là. Je me suis dit, bon, peut-être que d'ici à ce que je sois très vieille et sur le bord d'être placée en CHSLD, je vais enfin avoir un médecin de famille. Et puis, je reçois cette lettre-là qui me dit, vous avez été pris en charge dans le cadre de votre demande d'accès à un médecin de famille. Vous êtes sur la liste et nous avons le bonheur de vous informer que vous êtes maintenant pris en charge par un GMF. C'est quoi un GMF? C'est un groupe de médecine familiale. Donc, c'est une clinique médicale qui, finalement,
gouvernement a pris en charge mes 3 enfants et moi. Et donc là, ça disait, à nouvelle. l'avenir, vous n'aurez pas de médecin de famille attitré, mais vous avez une clinique médicale attitrée. Hein, je me disais, c'est merveilleux. Dans le fond, ça va faire en sorte qu'on va avoir même accès à plus de médecins qu'un seul. Tu sais, je vais avoir accès à tous les médecins de cette clinique-là. C'est quasiment mieux. Mais finalement, c'est une fausse prise en charge parce que j'ai eu à m'en servir finalement de ce bénéfice-là ou cet accès-là à ma clinique. Puis finalement, la méthode d'avoir accès à un médecin, je l'ai encore vérifié tantôt, là, avant qu'on fasse notre chronique pour être sûr que je suis à jour. J'ai appelé à ma clinique. J'ai dit, je suis enregistrée à votre GMF, mes enfants et moi. On n'a pas de médecin de famille, mais on est pris en charge par votre GMF. Qu'est-ce que je fais pour voir un médecin? Et elle me dit, vous appelez au 811 à Info Santé. Come on! C'est ça, la belle base. Donc, j'appelle à Info Santé au même titre que ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, est où l'amélioration dans ça? J'en vois absolument pas. Parce que finalement, quand j'appelle Info Santé au même titre que quelqu'un qui n'a même pas été pris en charge par un GMF, donc là, à quoi ça me sert d'avoir été pris en charge dans un GMF si je passe par le même goulot d'étranglement? Première question. Deuxièmement, quand j'appelle au 811, là, il y a des délais, dépendamment du jour, du soir, de la journée. Tu dois pas être la seule que leur GMF, justement, c'est Info Santé. Fait qu'ils appellent tout en même temps. Tout le monde appelle à Info Santé. Et puis là, il y a une infirmière, il y a une secrétaire tout d'abord qui nous demande qu'est-ce qui se passe, de quoi on a besoin. Par la suite, elle nous réfère vers une infirmière. Donc, il y a une autre attente, une autre étape. Il y a une infirmière éventuellement qui va nous parler parce qu'au début, c'est une agente administrative qui nous parle. Et éventuellement, il y a une infirmière qui détermine si j'ai vraiment besoin de voir un médecin de famille, si j'ai vraiment besoin de voir un médecin omnipraticien et qui va finalement communiquer avec le GMF où je suis inscrite pour me trouver un rendez-vous là. Je trouve que c'est beaucoup de mesures, pas grand résultat. C'est beaucoup d'administration pour très peu de rendement. Donc, ça devrait être le motto du gouvernement du Québec. Beaucoup d'administration pour très peu de rendement. Il devrait être écrit ça en face du complexe G. Oui, beaucoup. Là, la grande question, c'est ils ont reçu combien ces GMF-là pour pouvoir prendre en charge ces patients-là? Parce que je pense pas que ça s'est fait de même. Là. C'est pas un élan du cœur des GMF qui ont dit « Ouais, c'est beau, envoyez-nous 5000 patients de plus, on va l'absorber dans notre clinique au complet, globalement, sans compensation. » Là. Il y a eu une compensation, c'est sûr qu'il y a eu une compensation. Ils ont dû être forcés. Je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est vraiment questionnant comme pratique parce qu'au bout du compte, il n'y a pas d'amélioration. Puis tu crées un goulot d'étranglement, puis tu crées une étape supplémentaire pour le patient à place de pouvoir aller sur le site web de la clinique, prendre rendez-vous en ligne, attendre au téléphone. Si tu es chanceux, tu n'attendras pas trop longtemps. Sinon, j'ai déjà attendu 3h40 pour avoir accès à l'infirmière de Info Santé. Il faut être patient. Puis, et finalement, me faire donner un rendez-vous 48 heures plus tard. Le streaming, il y a une dizaine d'années, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ce sont des entreprises américaines. Évidemment, nous connaissons les surfaces ou les périmètres financiers de ces entreprises et aussi et surtout leur volonté de ne jamais exploiter que dans un seul pays. Leur velléité et puis leur expérience, c'est d'être présent partout dans le monde. C'est pas vrai, ça. Oui, les Américains ont le gros bout du bâton et streament partout dans le monde, mais ce n'est pas uniquement du contenu américain. La Casa del Papel, le jeu du calmar, on parle de l'Espagne et de la Corée du Sud. Alors pourquoi le Québec ne pourrait pas lui aussi rayonner dans le streaming? Est-ce qu'on se doit d'essayer de réglementer ou de déréglementer? Il y a plusieurs théories qui s'affrontent là-dessus. C'est deux approches différentes, là, effectivement. Laquelle des deux vous préférez, vous? Nous, on a toujours soutenu, même avant l'émergence des géants américains, que notre industrie, dans le domaine de la radiodiffusion, était trop réglementée. Ce dont nous avions besoin, c'était une réduction de la réglementation, parce que la réglementation vient à se manger elle-même. C'est comme un artifice qui se construit et se consomme elle-même. Alors, il faut que ça cesse. Et puisque la réglementation s'appliquait aux entreprises qui étaient établies et ne s'appliquait pas aux géants américains, là, il y a eu un déséquilibre. Voilà. Et ce déséquilibre-là est en train de créer des effets extrêmement néfastes dans notre industrie. En gros, tu viens d'avouer que le problème, c'est pas les GAFAM, c'est le Québec surréglementé, parce que vos règles ont créé du contenu plate et poche où on restreint la créativité de beaucoup de gens dans les médias, ce qui les a empêchés de se renouveler. Soyez pas surpris si tout le monde sont rendus ailleurs. C'est pas compliqué à comprendre. Nous devons de réagir
Parce que si ce n'était pas le cas, à la fin de la journée, excusez-moi l'expression, peut-être pas demain matin, mais on doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la pérennité dans 5-10 ans, malgré le fait que dans 10 ans, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va se produire. Oh, bouhou! Moi, je le sais. Soit vous serez plus là, ou encore vous allez être encore là et encore plus subventionné, mais littéralement personne vous écoutera. Je prédis même que les nouveaux politiciens vont commencer à déserter vos plateaux de télé, à l'exception de Radcan, parce que c'est le service public. Le Parti conservateur, l'opposition officielle, qui prétend vouloir être le prochain gouvernement, qui a des chances de devenir le prochain gouvernement, n'aime pas cette idée-là et ne souhaite pas intervenir aussi directement. Est-ce que c'est un problème si vous perdez ces outils-là demain matin? On verra. S'ils arrivent au pouvoir, on verra qu'est-ce qu'ils feront. Les choses certaines, les parties prenantes, là, les fameux stakeholders, vont dire faites attention à ce que vous faites parce que éventuellement les effets de votre politique pourraient être extrêmement néfastes. I would not be so sure. L'information francophone est une information qui n'est pas nécessairement susceptible d'être proposée par d'autres groupes. Il y a Radio-Canada, il y a TVA, donc LCN et TVA Nouvelles. Il y a évidemment les autres médias que sont les quotidiens, la presse. Alors, la fonction et la tâche de ces médias-là est singulière. Et en ce sens-là, elle permet à ces entreprises, à ces activités, d'avoir un environnement, entre guillemets, protégé par la langue. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité américaine, mais c'est pas ABC puis c'est pas CTV qui vont parler de ce qui se passe à Saint-Félicien, à Rimouski. Attends une minute, là. Pierre-Carl Pellado, viens-tu d'avouer à Mimo que le dôme existe? That's right. Du courage, ça prend du courage et de l'audace et il faut continuer d'en avoir pour faire en sorte que notre spécificité, puis je parle surtout donc la spécificité québécoise soit protégée, qu'on protège notre langue, parce que quand on protège la langue, c'est qu'on protège également aussi les industries qui sont autour de l'exploitation, entre guillemets, de cette langue et de notre richesse. Oh my God, who the hell cares? On continue avec le docteur Karim El-Ayoubi, avec qui on parle de la crise de la santé mentale qui est potentiellement gonflée. On regarde et on analyse des données qui nous viennent du Royaume-Uni. OK, bon, ben regarde, là ici, quand tu regardes cet article-là, il est assez intéressant. Il dit « Britain people in contact with NHS ». NHL, c'est National Health Service Mental Health, OK? Donc, les gens qui ont été en fonction des tranches d'âge, en contact avec des services de santé, des professionnels de la santé. Tu regardes par tranche d'âge. Le petit point bleu, OK, le petit point bleu pâle, ça, c'est 2017-2018. Le petit point bleu plus foncé, c'est 2021-2022. Donc, tu vois, tu as quand même, particulièrement chez les jeunes, 11 à 15 ans, tu as une différence qui est très significative. Ah oui. C'est en pourcentage, donc tu as à peu près 7% versus 15%. 16 à 19, même chose. Tu vois, les 40, 49, 50, 59, 60, 69, ça n'a pas changé grand-chose. Et les personnes âgées, tu vois quand même une petite différence. Mais c'est surtout chez les jeunes de 11 à 19 ans que tu vois une différence très marquée des consultations avec le National Health Service Mental Health. C'est sans surprise, parce que, tu sais, autant qu'on sait bien que on le dit depuis le début, que durant la pandémie, c'était les jeunes qui ont été les plus sacrifiés puis qui ont goûté le plus, justement, au niveau des santé mentales. Mais est-ce qu'il y a, je te pose la question, est-ce qu'il y aura un effet générationnel relié à ça, ou de peut-être un genre de nouvelle mentalité médicale qui ferait que ça étrangement, je comprends, on n'est pas du tout dans le même domaine, mais ça me fait penser un peu au surdiagnostic des TDAH au début des années 2000, là, dont j'ai été victime d'ailleurs. Oui, en effet, ça, il y a eu du surdiagnostic ici. Et l'autre graphique que je voulais vous montrer, que je trouve intéressant ici, c'est les courbes. OK, quand tu regardes particulièrement le deuxième, les antidépresseurs, les doses quotidiennes d'antidépresseurs par 1000 habitants. Et là, ton point, tu avais mis le doigt sur quelque chose, Joey, tout à l'heure, anglo-saxon. Regarde, entre 2010 et maintenant, entre 2010 et 2022, l'Italie, ça n'a pas monté de façon... Ça a monté, mais pas de façon si significative que ça. Même chose pour la France, même chose pour l'Allemagne. Mais regarde les courbes, comment ils se recoupent drôlement, les courbes entre la Grande-Bretagne, l'Australie et le Canada. On voit que, tu vois, donc on était déjà
on en prescrivait déjà plus en 2010 que les 3 autres pays qu'on voit, mais la courbe, l'ascension de la courbe, elle est significativement plus prononcée et elle se recoupe quand même pas mal entre ces 3 pays-là. Une des composantes, une des conséquences de l'augmentation de prescription des antidépresseurs et de l'augmentation significative des consultations en santé mentale depuis la dernière décennie, est-ce que c'est pas en lien avec, entre autres, avec des campagnes de sensibilisation pour la santé mentale? Ça, je trouve ça très intéressant parce que des fois, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Et c'est sûr que c'est une bonne intention, puis je dis pas qu'il faut pas en faire des campagnes de sensibilisation. Je pense que c'est important. Puis on veut que les gens consultent si les gens ont des idées suicidaires, naturellement. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a toujours un point à quelque part où est-ce que ça devient malsain? Ou est-ce que trop, on utilise l'expression cliché un peu trop, c'est comme pas assez, mais ça existe, c'est comme l'entraînement, c'est super bon, mais courir 60 km par jour, à un moment donné, à 32 ans, tu vas avoir le corps de 60. Ah, c'est ça. C'est un peu le même principe avec la santé mentale. Donc, faire de la prévention, faire des campagnes de sensibilisation, ça peut être excellent. Mais à un moment donné, si tu en fais trop, eux, ce qu'ils disent, ils disent, regardez, ça peut arriver, les gens vont avoir tendance à prendre des événements de la vie de tous les jours, à prendre des petits malheurs, entre guillemets, de la vie de tous les jours, à prendre et considérer que, de facto, c'est quelque chose qui est médical. C'est un trouble de santé mentale qui est médical. Donc, faut bien faire la différence ici, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui font en sorte qu'on peut être malheureux. Okay? Un deuil, ça fait en sorte qu'on peut être malheureux. Une séparation, des jeunes qui sont intimidés à l'école, je veux dire, une mauvaise ambiance de travail, travailler dans un domaine dont vous n'êtes pas excellent, vous n'êtes pas fait pour ça, le stress relié à un examen. C'est normal que si vous procrastinez beaucoup, par exemple, et vous arrivez une semaine de l'examen, vous n'avez pas fait grand-chose, là, et vous voulez entrer dans un programme contingenté, ben, ça peut arriver qu'il y ait du stress qui s'accumule. C'est pas un anxiolytique que ça vous prend. C'est pas un antidépresseur non plus pour traiter l'anxiété sous-jacente, parce qu'on utilise des antidépresseurs pour traiter l'anxiété aussi. Ça, c'est bien connu, puis c'est correct, c'est efficace dans certains cas, mais c'est plus d'arrêter de procrastiner, la solution. C'est pas médical. On a beaucoup focusé sur la prévention. Du moins, je me rappelle un peu certaines pubs, j'en avais déjà parlé à la télévision, fin années 90, début 2000, sur, mettons, il y avait encore beaucoup de stigmatisation, par exemple, sur la dépression en milieu de travail. Là. En gros, plusieurs pensaient que c'était comme une genre d'excuse pour avoir des vacances gratis, puis qu'ils pensaient que le monde fakeait, alors que là, il y a eu des campagnes de sensibilisation pour dire non, la dépression est une maladie, mettons fin aux préjugés, puis de ci, puis de ça. Puis c'est correct, c'est absolument correct. Mais là, justement, avec le genre de mentalité de c'est plus de ta faute à toi, c'est la faute de la société, c'est le racisme systémique, c'est la faute quasiment du système, entre guillemets, qu'il t'arrive telle affaire. Donc, l'argument de la santé mentale est plus rapide que d'autres choses. Oui, il y a clairement un danger de faire en sorte qu'une portion de la population devienne, particulièrement les jeunes, hypersensibles à des stimuli de la vie qui sont normales pour le développement. C'est-à-dire, la grande majorité des gens qui vivent une peine amoureuse, c'est pas médical, mais c'est normal que ça fasse mal. Tu vas dire, dans certains cas, tu peux être content, là, mais ça dépend comment ça finit, bien évidemment. C'est ça, exactement. Mais de façon générale, une séparation, un humain normalement constitué va pleurer pendant quelques jours. C'est pas un épisode dépressif majeur, on s'entend? C'est une thérapie pour ça d'habitude, en tout cas, en temps normal. Exactement, c'est en plein ça. Lorsqu'on parle, par exemple, d'intimidation à l'école, il y a quand même, je veux dire, c'est un problème qui est quand même majeur. Là, on voit un petit peu, ça devient de plus en plus difficile. On voit des choses dans l'actualité, ça devient de plus en plus difficile pour l'autorité, pour les professeurs d'intervenir. C'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas médicales. C'est sûr qu'un enfant qui se fait intimider beaucoup peut développer un épisode dépressif majeur. Ça peut arriver qu'il ait besoin d'une médication. Ça existe, mais ça demeure des cas assez rares, là, pour dire anecdotique, dans le sens que c'est pas l'antidépresseur qui va régler son problème, c'est de régler le problème à la source. C'est comme s'il y a un climat toxique au travail ou un très mauvais management, très mauvaise gestion, par exemple, d'un groupe d'employeurs au niveau de l'entreprise, je veux dire, de régler le problème de gestion, c'est ça qui va améliorer la condition de la santé mentale de l'ensemble des employés. C'est pas un antidépresseur, c'est pas un médecin, et à la limite, c'est pas un psychologue non plus. Une statistique assez intéressante qui nous apprennent dans l'un des 2 articles, c'est qu'au Royaume-Uni, 57% des jeunes universitaires disent, lorsque tu les questionnes dans un sondage, dans un questionnaire, 57% disent souffrir de troubles de santé mentale. Donc ça, c'est leur perception. C'est-à-dire plus d'un sur deux jeunes universitaires. Puis je ne sais pas de quelle façon la question a été posée. Là. Ça, faut voir. Mais quand même, là, 57%, 1 sur 2,
c'est pas vrai que l'ensemble de ces gens-là a un shutdown de leur neurotransmetteur, de leur sérotonine dans le cerveau ou de leur noradrénaline. Ça marche pas, là. C'est pas biologique. Mais on peut penser qu'avoir beaucoup d'anxiété avant un examen est une condition de santé mentale médicale. Mais ça, il y a une erreur. Lorsque la personne pense ça, il y a vraiment une erreur. Pas pour décourager les gens de consulter, mais ce qu'on dit également, c'est qu'au Royaume-Uni, puis on est un petit peu dans cette situation-là ici aussi, le nombre de psychiatres depuis, là, je crois, c'est depuis 2014, a augmenté de 6%. Mais le nombre de consultations dans les urgences pour troubles de santé mentale a augmenté de 86%. Hey. Donc, tu vois, tu n'as pas le staff, puis ça, c'est un gros problème, c'est ça qu'on dit, puis c'est le même principe ici, c'est que tu n'as pas le staff nécessaire pour traiter, pour suivre cette augmentation de demandes de consultation. Et comme tu as des demandes de consultation qui ne sont pas médicales, ces consultations-là engorgent le système, et pour cette raison-là, les intervenants en santé mentale, que ce soit un médecin de première ligne, que ce soit psychiatre, que ce soit infirmière praticienne spécialisée ou travailleurs sociaux, psychologues, ils ont moins de temps pour s'occuper des cas qui, eux, nécessitent vraiment une intervention de professionnels de la santé. On parle de schizophrénie, de maladies affectives bipolaires, on parle de réels troubles dépressifs majeurs qui nécessitent des antidépresseurs et ou une psychothérapie, souvent les deux. Donc, il y a un engorgement du réseau de la santé et il faut traiter le problème en amont, il faut trouver des solutions pour traiter le problème en amont pour faire en sorte que ça ne peut pas continuer à augmenter comme ça. On ne peut pas tout médicaliser dans une société. On poursuit avec notre mairesse de En toute liberté, Luce Dano, qui commente la demande de l'organisme Piéton Québec de réduire la vitesse de déplacement des véhicules à 30 km/h dans toutes les villes du Québec. Y a-t-il anguille sous roche? De vouloir mettre ça, on parle de sécurité. Ça veut dire que à des endroits, c'est pas important la sécurité? Moi, j'ai un peu de misère avec l'incohérence. À la base, l'incohérence m'agace. Fait que ça m'a titillé. Je crois qu'on n'est pas contre la bonne vertu, que la sécurité est importante pour nos jeunes. Puis je trouve ça favorable qu'on mette des mesures qui permettent une sécurité pour les citoyens. Mais c'est l'incohérence qui me parle, qui m'agace et c'est surtout là-dessus que je voulais intervenir. Puis il y a aussi le fait, puis là, Joey, je pense que tu vas me voir venir, le fait que cet OBNL-là, Piéton Québec, ben cet organisme-là, c'est sûr qu'il est en faveur de rendre plus sécuritaire les gens qui se marchent à pied, tout ça. C'est pas, sans contredit, une mauvaise idée en soi, mais où est-ce qu'on veut s'en venir avec ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir s'en venir, dire, on va commencer là à abaisser la vitesse partout au Québec, on va rendre les gens dociles, on va faire des pièges à étiquette, là, pour dire le mot qu'on est habitué. Les trappes à étiquette. Les trappes et avoir des contraventions pour tout le monde. On n'est pas en train de dire, oh, les villes 15 minutes à pied, tout ça. On n'est pas en train de favoriser un peu tout ça, mettre en place. Complotiste, complotiste! Oui, mais effectivement, tu sais, je dis, quand on regarde, là, comme il faut, on prend un pas de recul, puis on regarde ce qu'on est en train de mettre en place tranquillement, ben, c'est pour emboîter ces villes à 15 minutes. Oui, derrière la façade pour la sécurité. Fait que moi, je vous le dis, là, je suis pas contre la sécurité, là. J'y tiens, ça. Puis j'y tiens qu'il y a un 30 km devant notre école parce que, mais attention, on a aussi des travailleurs. Puis il faut coordonner tout ça. On descend à 40, puis on descend à 30. Puis, à un moment donné, on pourrait descendre. Finalement, c'est plus vite avec le vélo. On va y aller avec le vélo parce que là, je commence à dépasser les autos. Ouais. Je marche plus vite que l'auto. Tu sais, c'est ça, c'est tout le temps, on en prend un petit peu. Puis ce qui est plate, c'est que justement, c'est que c'est pas l'argument tout le temps, c'est juste une petite affaire, ça va pas, tu sais, c'est pas la fin du monde. Ouais, mais ça crée des précédents. Puis quand ça crée des précédents, c'est que la prochaine petite affaire veut dire, sachant qu'on a fait 3 petits points, ben là, on pourra faire ça parce qu'on a déjà fait l'autre. Fait que pourquoi pas? Puis c'est avec une petite affaire, mais comme dirait l'expression, c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Fait qu'à un moment donné, ça s'accumule, puis ça devient des grosses affaires. C'est là que les gens vont dire, mais là, c'est long. Là, ça me prend du temps, il faut que je me lève beaucoup plus tôt, c'est pas facile pour les enfants, j'ai levé déjà tôt, il faut que j'y relève plus tôt, il faut les mener à la garderie. Finalement, il va falloir déménager puis qu'on reste proche de notre travail. Finalement, on s'en vient vers les villes à 15 minutes. M'excuse, mais tu sais, je veux pas être fatigante avec ça, mais j'ai l'air déconnectée un peu de prédire quelque chose que c'est tiré par les cheveux. Mais vous allez voir tantôt, peut-être la petite mairesse de week-end vont dire, elle avait peut-être pas tort, parce que on s'en va vers ça. Puis à force de lire puis de
regarder un peu partout et de voir où est-ce qu'on s'en va, là. Je fais juste regarder pour des demandes de subventions. Puis, tu sais, si on est dans l'environnement, on est capable d'avoir Ah, ouais. tout est dans l'environnement, puis tout. Là, je me disais, non, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est pas devenu important du jour au lendemain pour ça. C'est très politique encore, là. Ça, c'est une autre affaire. On bifurque du 30 km, mais tu sais, c'est un peu ça. Quand on a vu neiger, peut-être c'est plus facile d'avoir du recul, ouais. Et on termine la semaine avec Sensei Pascal Derry qui a fait une véritable montée de lait lors de notre épisode qu'on parle de la faillite d'Énergie Cardio. En fait, l'article, ça date du 7 février 2024. Ça s'appelle « Ça sent la fin pour Énergie Cardio. La chaîne de gym est sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. » Tu sais, là, les journalistes Francis, Alain et Julien Mequevoix, sont-tu vraiment fiers de travailler là, pour vrai? Là? Je lisais l'article, là, puis c'est... Attends un peu, je vois. Certains clients de la chaîne ont aussi du mou dans le genou à la suite de l'annonce. Ça fait de la peine à souffler Marc Sourdif. Ah, ça fait tellement Journal de Montréal, justement. Et les journalistes, oh, les freaking Christ, Batman! Juste pour le gars, bénéfice. là, êtes-vous vraiment fiers là, de prendre votre petite voiture ou d'envoyer des courriels, prendre votre téléphone, d'appeler du monde? Bonjour, on est gazé du Journal de Montréal, on serait intéressant de parler à quelqu'un de vos... Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des journalistes qui m'appellent depuis 2-3 semaines. J'en ai 2 de Radio-Can. Ah ouais? Oh oui, j'ai failli passer au show du matin avec Patrick Masbourian. OK, c'est bon, avec Patrick Masbourian, pauvre toi, t'aurais dû faire un chapelet avant d'y aller. Mais c'est-tu comme pour commenter? Ouais, mais je voulais y parler des Alt Télé, j'aimais bien son show, moi. Ouais. Tu sais que le gars, il est rendu woke à côté, Masbourian, hein? Ben, il était à Radio-Can, là. Fait que ça m'a rappelé. De toute ça. façon, moi, c'est pas des débats d'idées qui me dérangent bien gros. Non, c'est sûr et certain. Mais on va prendre l'article qu'on a là, puis c'est encore du gros caca de Journal de Montréal. Excusez, gang, mais c'est pas une question de critique, là. Mais il y a des raisons pour lesquelles je suis pas sur les médias traditionnels, puis c'est pas comme si ça fait pas d'hier que je regarde les journaux, ça fait un méchant bout. On était au CRTQ, puis on se faisait dire qu'il fallait lire l'actualité à tous les matins, puis c'est en creusant un petit peu plus, puis en ayant un éveil de conscience qu'on se rend compte que c'est pas parce que c'est marqué journal que c'est pertinent ou que c'est recherché, et c'est pas à cause que tu t'appelles journaliste ou éditorialiste que tu fais du sens. José Legault! Fait que ça me frustre parce que vous allez dire, t'es bien pompé un matin. Tout ça, c'est des choses que je pense à tous les jours, à toutes les minutes, de toutes les secondes, de toute la journée, gang. C'est juste que là, je peux m'exprimer sur le sujet, là. Mais ce métier-là, là, de journaliste, m'écoeure depuis plusieurs années, surtout pendant la pandémie, où le rôle au début, là, quand le journalisme a été inventé, là, c'était pour représenter le peuple contre le pouvoir. Fait combien d'années que c'est rendu le contraire? Genre, on enable le gouvernement, on le flatte dans le dos, on lui fait un petit wink parce qu'il nous envoie des subventions, puis c'est à cause de lui que je peux me payer un gros char, que tout est beau, tout est fin. C'est drôle au Québec, la critique culturelle, Christian, on est tout bon. Ah, carrément! Il y a personne qui vient nous voir de l'Australie, là. Tu sais, il y a du monde qui prennent un avion pour aller voir Rammstein en Europe. Il y a personne qui fait ça pour les bébés ou Vincent Vallière. Mais pourtant, on est vraiment bon, il paraît, dans le journal. Mais là, je m'emporte là-dessus. C'est juste que l'article, en lisant ça, là, ça me fait comme... Et voilà, et ça, on descend, il y a une petite phrase anti-américaine. Tiens donc, c'est nouveau dans le Journal de Montréal. On en a de moins en moins. On se fait acheter par tous les bars, par les gros, par les États-Unis. On demande où ça s'en va. Où ça? Parles-tu de Orange Theory, gros? Je sais pas, je suis chez nous, tout va bien. Il y a plein de gyms qui sont locaux, qui fonctionnent très bien. Sont où tes grosses bannières américaines, là? Il est où le gros danger? Parce que moi, je le vois pas, là. F-45 a levé le fly parce qu'il y avait un modèle d'affaires de merde. Orange Theory, d'après moi, c'est une question de temps. Il y a du monde qui triple là-dessus. Puis c'est toutes des affaires que j'ai essayées, là. Je vais voir les gyms, gang, là. J'étudie les modèles d'affaires. Quand je suis en voyage, je m'en vais voir des gyms. Fait des Orange Theory, j'en ai essayé en Floride. Des F-45 à Tampa, je suis allé. Le monde est bien sympathique. Mais moi, m'entraîner devant des écrans avec une routine préfaite, qu'est-ce que je trouve ça plate. Fait que même Orange Theory, là, puis j'ai fait un autre qui s'appelait Bernie's Bootcamp en Floride, là. Fait que c'est un Orange Theory, mais rouge. La même maudite affaire. Fait qu'à un moment donné, il y a du monde qui aime une formule, mais il y a aussi une formule d'affaires qui fonctionne pas. Puis F-45, puis ça levait le fly, mais moi, là, encore le méchant américain, oh mon Dieu, au Québec, on fait pitié. Tout le monde nous veut. Ils sont pas au courant qu'ils nous veulent, là. Mais nous autres, hey, les Américains, là, nous attendent, là, sur le bord de Stansted, là. Tu passes les douanes avec ton char. Ils sont tous là, que le gun, man. Oui, cacher la recette de la tourtière, là. Hey, on peut-tu aller les chercher, tous les commerces qui sont l'autre bord? De cette frontière, on les veut.
C'est la même chose du côté de Gatineau, man. T'es à Gatineau, là, tout va bien, il y a des papillons, il y a quelques licornes dans la rue, tout le monde se traîne main dans la main, ça écoute Jean Leloup. Puis là, quand tu prends le pont pour aller l'autre bord, ta colline parlementaire, ils t'attendent avec des mousquets. Puis là, ils ont-tu hâte de t'apprendre l'anglais pour être capable de t'assimiler? Puis les bars ferment à 4 heures de l'après-midi. C'est qu'on fait dur au Québec. Excusez, gang, mais moi, cette mentalité-là, regarde, c'est arcaca, c'est loser. Je ne m'identifie pas à ça. C'est une identité de M-A-R-D-E. Comment veux-tu avoir une fierté de population quand tu penses tout le temps de même? C'est vraiment loser. Le mot, c'est loser. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce que j'appelle la victimite aiguë. Là, c'est ça. C'est pas du Québec bashing. Ah, je suis québécois francophone. Oh, tu peux pas me donner cette étiquette-là. Oh, c'est comme le N-word pour les Noirs. Oh, j'ai un free pass. Oh, t'es dans le caca. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est une montée de lait, là. Mais c'est en même pas 2 paragraphes dans le Journal de Montréal. C'était tout pour cette semaine. Sachez que tous les épisodes complets des En toute liberté sont disponibles sur le YouTube de Yann et Frank, également sur Spotify. Et si vous voulez en savoir davantage sur les bulletins de nouvelles et avoir accès au complet à mes 4 bulletins de nouvelles que je fais à chaque semaine pour les abonnés Patreon, patreon.com/isénéchal. Bonne fin de semaine, tout le monde.